L'astrophysicien François Rodier décrit les deux sortes d'énergie nucléaire dans son ouvrage Thermodynamique de l'évolution. L'énergie de fission, produite par la décomposition de noyaux lourds comme ceux de l'uranium, c'est celle de la première bombe atomique, dite bombe A, utilisée par les Américains les 6 et 9 août 1945 sur les villes japonaises Hiroshima et Nagasaki. C'est aussi celle utilisée dans les réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité, notamment en France. La seconde, c'est l'énergie de la fusion, utilisée par le Soleil pour nous faire vivre. Elle est produite par la fusion d'atomes d'hydrogène en atomes d'hélium. C'est aussi l'énergie utilisée dans une bombe H. La difficulté est de comprimer suffisamment la matière pour obtenir la fusion. Pour cela, il faut apporter de l'énergie. On peut considérer celle-ci comme une énergie d'activation. Dans le Soleil, cette énergie provient de la gravitation. Dans une bombe H, elle provient d'une bombe A. Cette énergie d'activation est énorme. Pour produire de l'électricité, il faut la fournir de façon continue. Le problème est de produire plus d'énergie qu'on en fournit. À ce jour, le projet le plus avancé est la construction d'un réacteur thermonucléaire expérimental international, plus connu sous le nom d'ITER, à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. Uniquement destiné à vérifier la faisabilité scientifique et technique de la production continue d'énergie par fusion. Il ne produira pas d'électricité, mais de la chaleur. La durée effective d'utilisation d'ITER, prévue, est de 400 heures réparties sur 21 ans, en test de quelques minutes chacun. Il sera ensuite démantelé. La filière électronucléaire s'est développée en omettant l'essentiel, prouver qu'elle sait gérer ses propres déchets. Après avoir balancé les fûts de déchets atomiques à la mer dans les années 1970, les producteurs ont construit un mythe autour du stockage géologique définitif, censé être la seule et unique solution. Qu'en est-il de l'analyse des coûts, bénéfices, risques ? En France, depuis 1993, un laboratoire expérimental implanté dans une couche argileuse s'est élevé à Bure aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, avec l'objectif de stocker des milliers de tonnes de déchets radioactifs acheminés sur ce site. En 2020, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs disposait d'une réserve foncière de 2600 hectares sur le territoire meusien. Pour acquérir 30 hectares de plus, l'ANDRA privilégie les négociations amiables aux expropriations. Pourquoi Bure, petit village de 84 habitants, seul site exploré à cause de la forte opposition au projet partout en France? Tandis que de nombreux experts scientifiques dénoncent la dangerosité d'un tel projet, tandis qu'une forte opposition citoyenne ne cesse de mettre en évidence une multitude de risques technologiques, économiques, sociétaux, environnementaux, tandis qu'une association d'élus et d'anciens élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, constituée en septembre 1995, voit le jour, des personnes impliquées dans la lutte sont ciblées par l'appareil judiciaire, et plus particulièrement depuis ces dernières années. L'instruction pour association de malfaiteurs criminalise leur engagement. 20 domiciles perquisitionnés, 10 militants interdits de se voir pendant 2 ans et demi, 100 téléphones placés sous écoute, 16 années cumulées de communication enregistrées, des balises posées sous des voitures, un escadron de gendarmes mobiles harcelant les habitants au quotidien. Une opération politique qui a sévèrement attaqué les libertés de s'exprimer, de se réunir ou de se déplacer. Des atteintes personnelles, mais aussi collectives, qui ont considérablement et à dessein été utilisées pour désorganiser le mouvement de résistance à Bure. Une totale dérive qui menace aujourd'hui l'ensemble des luttes. Cette solution de stockage géologique pose le problème d'une radioactivité qui s'échappera inévitablement des colis de déchets, via l'eau et les failles souterraines. Les gaz émis, un accident. Colis est le vocable utilisé par l'ANDRA. La radioactivité ne se voit pas. La radioactivité ne se sent pas. On peut l'inhaler, l'ingérer ou l'absorber par la peau.
Les radiations nucléaires ont de graves conséquences sanitaires lorsque le corps humain y est exposé, à son insu ou de façon accidentelle. Selon la dose et la durée d'exposition, la radioactivité peut conduire à la mort, atteignant gravement les lymphocytes, les globules rouges, les cellules du système digestif, le système nerveux, favorisant l'apparition de cancers des os, du sang ou de la thyroïde. La toxicité des déchets nucléaires s'inscrit dans un temps qui dépasse la vie d'un être humain, et probablement d'une civilisation. Le 3 août 2020, l'ANDRA a remis au ministère de la Transition écologique un dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique vise à reconnaître le caractère d'intérêt général du centre de stockage CIGEO. Le laboratoire expérimental devenu CIGEO occuperait 600 hectares d'installations de surface, réception des colis, conditionnement, pour l'instant. 265 km de galeries souterraines, 500 mètres sous terre, soit l'équivalent d'un métro parisien et demi, bourré de colis de déchets atomiques. Des puits d'évacuation en continu de gaz radioactifs à la surface, ils seront dilués dans l'air. Une mutation totale et profonde du territoire, la création d'une large zone nucléarisée incompatible avec la vie rurale. 130 ans de chantier simultanés. On creuse et on remplit en même temps. Source de dangers et de nuisances inconcevables pour les riverains. La vie de la population n'a jamais été prise en compte à l'heure des choix. Cette industrie est gloutonne. De plus en plus de régions seront concernées. Le stockage souterrain est conçu pour être fermé définitivement. Une fois le site bouclé, il est impossible de récupérer quoi que ce soit, trop risqué et trop cher. Des accidents récents dans des sites de stockage de déchets nucléaires ou de produits chimiques dans le monde ont démontré qu'il n'est pas envisageable de remonter les colis endommagés. La contamination radioactive ou chimique est incontrôlable. Le personnel aura à opérer dans un environnement doublement délicat, par le milieu souterrain confiné et très poussiéreux, comme dans tous travaux miniers avec engin, mais également par la présence de multiples sources radioactives potentielles. Ces sources sont constituées de la contamination surfacique non fixée des colis primaires, des colis de transport, des hôtes de transfert, des gaz radioactifs, mais aussi des débits de doses à proximité, et également par des possibles contaminations qui pourraient faire suite, par exemple, à une collision entre véhicules, à une chute de colis, voire même simplement en entrant par inadvertance dans une des nombreuses zones plus ou moins sensibles et accessibles selon les moments. En cas d'incident ou d'intervention dans les alvéoles, panne d'un engin téléopéré, chute de colis, comment le personnel sera-t-il protégé dans ces opérations à haut risque? Et par qui ces procédures seront-elles vérifiées? Avec des risques d'incendie, comment ne pas penser aux conséquences éminemment dommageables pour l'environnement en cas d'incendie de longue durée si des infrastructures étaient touchées et les galeries d'accès contaminées? Est-ce que la nature de ce risque ne remet pas en cause la faisabilité même de l'enfouissement d'une telle concentration de déchets? Un éboulement dans une galerie du laboratoire de Bure en janvier 2016, aux conséquences dramatiques pour 2 techniciens, a confirmé les difficultés de creusement et de soutènement des galeries et des alvéoles. L'argilite de Bure est friable. De plus, comment les importantes infrastructures souterraines métalliques résisteraient-elles dans le temps aux énormes pressions du milieu et à la corrosion? Proche d'une faille géologique, on nous dit que rien ne bougera jamais à Bure. Les nombreux forages pratiqués jusqu'en 2160 pour creuser au moins 265 km de galeries souterraines n'entraîneront-ils pas un risque de déstabilisation? Est-il possible d'extrapoler, sur des centaines de milliers d'années, les données historiques sur la sismicité régionale recueillies jusqu'ici? Le chantier, nécessitant d'énormes quantités d'eau pour fabriquer des millions de mètres cubes de béton, pompé dans les ressources locales, fragiliserait très fortement la ressource et l'approvisionnement régional. Qu'en serait-il du rejet massif de milliers de mètres cubes d'eau contaminée,
dans les cours d'eau locaux. Or, le changement climatique impacte le cycle de l'eau, dans l'atmosphère et au sol. Question du transport à très haut risque. Un réseau routier et ferroviaire commun à la population et aux déchets nucléaires, qui impacterait les régions transfrontalières. Des convois incessants de déchets atomiques constitueraient une véritable menace, car ils exposeraient le public à la radioactivité, malgré la prétendue étanchéité des emballages et conditionnements. Collisions, chute d'un pont, déraillement, immobilisation forcée dans une gare, détournement, catastrophes naturelles sont autant de possibilités d'accidents dont on imagine que les tests effectués ne résoudraient pas tout. Question de la mémoire. Comment concevoir un moyen durable de rendre visible et compréhensible le danger de CIGEO pour les générations à naître, quand on sait la rapidité d'évolution des langages, des systèmes d'écriture, des technologies? Comment signaler la masse de radioactivité phénoménale sous terre, ou se disséminant lentement en cas de dégradation des colis et du milieu? Question du coût de CIGEO. Bertrand Thuillier, docteur S Sciences, pose cette question. A-t-on estimé à sa juste valeur le coût d'un tel projet dans ses impacts différenciés selon que l'on se situe au niveau du département ou au niveau de la région? Et qu'en sera-t-il également à plus long terme dans notre possibilité de retour en arrière par cette pseudo-réversibilité d'enfouissement des déchets radioactifs? Pour ce professeur associé, il semblerait plus juste d'estimer les coûts du projet français entre 100 à 200 milliards d'euros. Il définit un coût direct, qui est le coût estimé pour la création et l'exploitation du stockage, un coût potentiel, incluant la question de la réversibilité en raison de l'incertitude quant au devenir de ces déchets, un coût environnemental ou coût d'image qui sera à différencier selon les territoires concernés. Comment serait-il possible que les territoires d'accueil, à savoir les départements de Haute-Marne et de Meuse, et respectivement les régions Champagne-Ardenne et Lorraine, devenues Grand Est, puissent prendre à leur charge de tels montants en cas d'évolution négative du stockage? Qui prendrait en charge les coûts de réversibilité rendus nécessaires par une contamination prématurée du sous-sol ou par un incendie majeur sur le site? Il est certain que cette absence de financement remet en cause l'existence même d'une possible réversibilité. Est-ce que la valorisation des marques de champagne ne serait pas écornée avec un sous-sol champenois ainsi pollué? Que pèseront alors les explications de l'ANDRA face à une communication subtile des autres vignobles californiens, australiens, péruviens, qui sauront, bien entendu, habilement utiliser nos erreurs? L'État aura du mal à prouver, avant le lancement du chantier, qu'il pourra assumer ce coût jusqu'au bout. Nos descendants devront-ils gérer un problème qu'ils n'ont pas créé avec des moyens budgétaires abscons? En 2021, la France a encore le choix car il n'y a pas de déchets radioactifs stockés à Bure. Avons-nous la capacité de réaliser qu'il nous appartient de travailler et de développer ensemble des technologies qui ne mettent pas la planète et l'humanité en danger? L'État a deux options: engager le pays dans un phénomène anthropique irréversible ou favoriser l'adhésion des populations dans un projet réaliste et éthique. Pour informer 35 000 collégiens et lycéens, meusiens et haut-marnais, des risques majeurs que comporte le projet d'enfouissement de déchets radioactifs de haute activité, c'est-à-dire les plus dangereux, dans le Grand Est de la France, une bande dessinée a été réalisée. Dans ce récit, Panique à Bure, l'auteur confie à une journaliste d'investigation japonaise le rôle d'enquêter sur place. Descendu à 500 mètres sous terre, un accident survient.